Bien, donc bonjour à toutes et tous. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouvel atelier sur les mobilités hydrogène terrestres. Donc on est réunis aujourd'hui pour les questions de benne à ordures hydrogène. Donc c'était une thématique qui était fortement revenue dans les différents échanges qu'on a pu avoir avec les participants. Euh, alors, est-ce que quelqu'un peut autoriser les personnes à rentrer? Parce que je partage mon écran, donc je n'ai plus accès à Teams. Hein? Bah, mettez-vous. Hein? Mettez-vous avant, ça rentre pas. Quoi? Mettez-vous. Donc, aujourd'hui, on a un bel atelier avec des beaux contenus puis des beaux participants. L'objectif, c'est de réunir les acteurs de la filière hydrogène, les institutionnels et les collectivités ou tout autre acteur intéressé par le développement de cette filière et dans le cadre des bennes à ordures ménagères. C'est également de faire le point sur les solutions existantes parce que c'est évidemment en cours de développement et depuis quelques temps et avec des belles perspectives qui s'annoncent, de vous présenter des premières initiatives en Île-de-France, mais aussi en France. Et donc là, on a le plaisir d'accueillir la communauté de communes Touraine-Vallée de l'Indre. Et évidemment, c'est par les échanges de faciliter des collaborations entre porteurs de projets et territoires, notamment en vue de prochains marchés de collecte pour les autorités compétentes. Je voulais juste signaler la présence de plusieurs collectivités, enfin de structures compétentes en matière de collecte ou entreprises qui se chargent de ça, qu'on a invité à cette occasion. Donc on a la Cémardel, on a le Cégidurs et on a les EPT Paris-Est, Marne et Bois, Vallée Sud Grand Paris et l'agglomération Cergy-Pontoise et le groupe Paprec. Donc on est très heureux de les avoir et qu'en fonction des échanges qui vont être présents aujourd'hui, on pourra réfléchir à une prochaine réunion sur ce sujet en invitant également d'autres autorités compétentes en matière de collecte ou collecteurs directement. On a un ordre du jour assez dense, mais je pense qu'il va être très riche. Je m'excuse de ne pas pouvoir vous l'avoir envoyé plus tôt du fait tout simplement de congés. Donc on va démarrer d'abord par l'ADEME et la région pour la préétude benne à ordures de l'étude régionale Ambition Hydrogène 2050, donc dans la continuité de ce qui a pu déjà être présenté tant sur l'étude de façon générale ou sur la préétude fluviale début mai. Ensuite, on va avoir deux représentants de France Hydrogène qui vont nous parler du contexte des actualités sur ce sujet-là en France, et notamment via leurs travaux de leur groupe de travail Mobilité Hydrogène France. Ensuite, le retour d'expérience de la communauté de communes Touraine-Vallée de l'Indre, enfin retour d'expérience en tout cas de la présentation de leur démarche qui est en cours. Et enfin, par vidéo, alors ça va être assez court, on aura le groupe CEMAT qui ne peut pas être présent, mais qui nous a quand même envoyé des supports, qui est bien évidemment un offreur sur la question des bennes à ordures hydrogène, et donc il va nous présenter rapidement un de ces produits. Et je vous invite à, quand vous avez des questions, à le signaler en levant la main. Vous avez une petite option et comme ça, je vous passe la parole. Merci à toutes et tous et je passe la parole à Jean-Yves et Véronique. Merci Thomas. C'est moi qui commence et ensuite je passerai la parole à Véronique pour une présentation détaillée de l'étude, de la préétude ambition, partie benne à ordures ménagères. La proposition d'ambition hydrogène décarbonée en Île-de-France 2020-2050, c'est en fait le fruit de 2 ans de travail collectif qu'on a coordonné avec le CIPEREC et qu'on a soutenu avec la région et la ville de Paris, donc qui a commencé en juin 2018 et qui s'est terminé en juillet 2019.
On a d'abord commencé par des analyses préalables sur la production d'hydrogène et je dirais tout ce qui était déjà existant en termes de connaissances sur les sujets, les premières applications notamment, un benchmark européen et un petit peu international. Et donc par la suite, on a pu faire un état des lieux francilien à l'écoute des acteurs et de leurs besoins sur le sujet. C'est un sujet, je dirais à l'époque encore émergent et qui l'est encore pour pas mal de points. Un recensement des potentiels aussi a été réalisé, donc essentiellement sur la question des énergies, l'utilisation des énergies renouvelables, les infrastructures, et puis je dirais des premiers cas d'usage aussi. Sur ces premiers cas d'usage, donc 3 préétudes ont été réalisées. Une préétude sur les bennes ordures ménagères, celle qu'on va vous présenter, une préétude sur le fluvial, qui s'est présentée récemment et en groupe de travail, et une préétude bus. Donc en juillet de l'année dernière, ces travaux ont abouti à cette proposition d'ambition, donc qui décrit cet écosystème. Essentiellement du point de vue des acteurs, des territoires, des collectivités essentiellement, avec aussi des premières esquisses de stratégie territoriale, un premier chiffrage des volumes attendus, des infrastructures, des modèles économiques qui pourraient être mis en œuvre. Et puis, je pense ce qui est quand même un peu l'essentiel de cette proposition d'ambition, c'est un agenda donc avec des jalons où on retrouve à la fois une convergence avec les politiques publiques existantes, donc notamment celles qui concernent les politiques, les stratégies climatiques, hein, plan climat, et puis peut-être aussi un agenda plus événementiel en essayant de caler avec notamment les enjeux liés aux Jeux Olympiques 2024 et je dirais à tous les événements qui peuvent intéresser la région. Donc sur tous ces points, la question des bennes ordures ménagères, elle se pose comme un maillon essentiel en fait de la réussite de cette ambition, et notamment parce que se mêlent, je dirais, tous les enjeux de l'hydrogène décarboné, je dirais, qui prend toute sa place dans la région, avec un seul segment qui est celui de ces bennes ordures. Alors, il apparaît donc de manière très présente dans l'appel à projet écosystème hydrogène que nous portons à l'ADEME dans le cadre du plan hydrogène et maintenant désormais dans le cadre du plan de relance, avec un niveau de maturité des bennes ordures ménagères qui permet de pouvoir avoir à la fois un intérêt grandissant sur l'ensemble de la filière industrielle, collectivité, et puis des soutiens aux projets retenus qui sont un signe fort de l'intérêt de l'hydrogène pour certains de ces usages. Donc, je vais laisser Véronique Charbot présenter cette préétude qui vous donnera donc, je dirais, un premier aperçu de ce qu'elle apporte à cette ambition régionale. Merci bien, Jean-Yves. Donc, bonjour à tous et à toutes. Donc, pour reprendre les propos de Thomas, en fait, c'est très dense, en fait, cette proposition de thème sur les bennes à ordures. Et en préparant hier l'intervention, je me suis rendu compte que l'étude était extrêmement dense. Cette préétude sur les bennes à ordures apporte beaucoup d'informations. Et donc, je pense qu'il y aura vraiment d'autres groupes de travail pour continuer sur cette thématique. Qui évolue très vite. On va le voir tout de suite avec des professionnels des bennes à ordures. Je dois vous signaler que cette étude dont parle Jean-Yves a été réalisée en 2018, les premiers éléments 2019. Donc, tout va tellement vite dans le secteur de l'hydrogène que certains chiffres, certaines données peuvent vous paraître anciennes, mais elles datent seulement de 18 mois, 2 ans. Donc, je vais vous présenter, et Thomas va me lancer le PowerPoint, les principaux éléments
l'étude va être mise à votre disposition, donc les études juridiques, les études réglementaires et autres. Donc, nous aurons vraiment l'occasion d'en rediscuter puisque c'est extrêmement dense et je vais vraiment largement résumer aujourd'hui ce que l'étude peut vous proposer et pour qu'on en discute. Donc, comme l'a signalé Jean-Yves, donc préétude de faisabilité menée par les quatre acteurs pardon, qui ont l'idée cette étude. Vous voyez, la version finale date de juin d'un an, donc de juin 2020. Si tu peux passer, Thomas, s'il te plaît. Cette slide reprend tout simplement les propos de Jean-Yves sur l'étude en général, avec un calage JO comme il l'a cité. Vous m'entendez? Là, j'ai un retour. C'est bon, Thomas, vous m'entendez? Non. Allô? C'est bon? Thomas, vous m'entendez? Oui, on t'entend. Donc, avec des ambitions 2020, 2025, 2030, 2050 et un calage sur les JO, comme on le voit, et des leviers de développement avec des activations, accélération, massification. On vous l'a déjà présenté, donc je ne vais pas m'appesantir. Et un travail sur la production, évidemment, d'hydrogène, sur les stations, sur les véhicules légers et ce qui nous intéresse aujourd'hui, sur les véhicules lourds, avec des chiffres très ambitieux. L'idée de l'étude étant ce qui est nécessaire de faire, ce qui est peut-être pas, on n'a pas décliné par territoire ou par opérateur l'ensemble des données, mais ce chiffre, par exemple, de 1000 poids lourds en 2025 ou de 2500 en 2030 est ce qui est nécessaire pour massifier et donner une impulsion à la filière. Si tu peux passer, s'il te plaît. Donc, l'étude de faisabilité a été faite avec des thématiques et des cas extrêmement précis qui sont sur des nombres de bennes à ordures achetées avec des cas de recharge en station publique ou en station privée. Et le cas 4 est intéressant puisqu'on parle de 50 bennes à ordures, mais dans des groupements d'achat de 200 bennes qui peut être un groupement à l'échelle nationale. Ont été étudiées aussi les hypothèses évidemment de production et de stockage de l'hydrogène, ainsi que les investissements. Vous voyez, les investissements dès 2022, donc on aura un certain décalage. Une étude, et c'est là qu'est pas la barrière, mais le point de passage sur les kilométrages des bennes, puisque on va le voir, on a des bennes électriques, on a des bennes hydrogène, et cette distance 100 km, 150 km fait un petit peu la balance entre les deux techniques. Et puis, bon, ensuite, on a des coûts de financement, des coûts de maintenance, des coûts de formation ou non des chauffeurs. Donc, c'est le calage des hypothèses de travail. Vous allez voir par la suite sur certains schémas, notamment dans les annexes, des noms tels que Plaine Commune et Ville de Paris. En fait, c'était porté ou des cas d'école Ville de Paris et Plaine Commune, mais ça ne veut pas dire que ces deux collectivités ont acheté ou mis en place des bennes à l'heure qu'il est. Tu peux passer, s'il te plaît. Alors, très vite, là, j'ai mis la slide qui fait peur. Par le prix des bennes, les prix des bennes, c'est toujours des chiffres donnés 2019. Hein. Donc, on voit par rapport à du diesel une très forte différence des bennes à ordures, mais ce sont des chiffres que l'on retrouve aussi sur les poids lourds. Alors, ce n'est pas une excuse, mais effectivement, on s'aperçoit, on le sait, qu'il y a un gap énorme
entre du prix du diesel et de l'hydrogène. Voilà. Batterie et hydrogène ensuite. Si tu peux passer. Donc, globalement, il est évident que pour tout, comme tout véhicule, toute mobilité, l'hydrogène est intéressante par son autonomie, qui est supérieure à celle de l'électricité, par sa recharge rapide, évidemment, également, et par des solutions de gain de pollution atmosphérique, de bruit et d'émissions de GES importantes. On part sur toutes nos réflexions au sein du club sur de l'hydrogène produit par électrolyse. Je vous précise pour les personnes qui n'ont pas assisté précédemment à nos propos, de l'hydrogène produit par électrolyse à partir d'électricité renouvelable et de récupération. Ça, c'est dans le super meilleur des cas, ou d'électricité bas carbone, c'est-à-dire issue du mix énergétique français. Donc, les émissions de GES, évidemment, sont liées à la teneur de la production par électrolyse et donc de l'électricité. Les inconvénients aujourd'hui de cette filière, donc je vais résumer très vite, donc des surcoûts importants, des infrastructures de recharge et des infrastructures qui sont plus difficiles à mettre plus complexes et plus difficiles à mettre en œuvre. Et une filière, mais bon, on va voir la présentation ensuite, une filière peu mature aujourd'hui sur la proposition de véhicules au niveau français et européen. Si tu peux passer. Donc, ce que je vous disais sur les avantages environnementaux, donc une diminution des émissions de polluants atmosphériques de 3,5. Évidemment, les GES avec le mix énergétique français ou l'hydrogène vert, une baisse de presque 100%, ou pas d'émissions, on va dire. Et un bruit, alors ça c'est intéressant, un bruit émis en logarithme, hein, qui est quand même important, puisqu'on a presque 10 décibels, ce qui est extrêmement fort. Tu peux passer. Donc, là, c'est écrit un peu petit. Je ne m'étais pas rendu compte que cette slide était un petit peu petite. De ce que je vous disais, et je vais aller vite maintenant, donc on a travaillé sur les flottes, sur le ravitaillement, sur la maintenance et sur les conducteurs. Et tous les chiffres, tous les informations après seront sur ces différentiels en fonction des cas que je vous ai présentés auparavant, donc 5 bennes, 25 et 50 en groupement d'achat. Si tu peux passer. Et je pense, voilà, je pense que là, je vais vous présenter, donc j'en ai déjà parlé rapidement, les conclusions. Donc, on a des surcoûts, là, il y a un moins en trop important de l'achat du véhicule. Cette solution hydrogène par rapport à l'électricité aussi permet pour les BOM de lisser les incidents de parcours, les incidents déjà de montée ou de consommation dû effectivement au relief, des incidents de bouchons ou de bennes qui soient coincés quelque part, parce que du coup, l'autonomie est plus importante. Les gains, je vous en ai parlé. Les financements sont aujourd'hui plus disponibles côté ADEME que notre côté région. Et évidemment, on a des effets d'échelle sur l'achat de véhicules. Et il faut lancer
cette notion d'achat pour que la filière démarre en Île-de-France et en France. Donc, tu passes, et j'en finis avec, voilà, l'annexe vous présente le détail des investissements, différentes hypothèses de coûts, une étude juridique sur la régie ou non, une étude assez précise sur les conditions d'achat ou les conditions de mise en œuvre et les différents guichets de financement qui, je tiens à signaler, ont été réalisés aussi en 2019. Donc, je vous propose en fait d'arrêter là, de vous communiquer l'étude qui a beaucoup de données pour que vous puissiez l'étudier et de faire un prochain groupe de travail sur les questions qui se posent, sur comment on actualise, qu'est-ce qui a changé dans cette microcosme que sont les bennes à ordures hydrogène. Je vous remercie. Merci Véronique. Alors, est-ce qu'on a des questions? Hop. Si vous souhaitez si vous parler. Permettez, oui. Si vous permettez, donc Ghislain Robert de Life. Juste une question concernant les sites. Vous avez indiqué que des sites pourraient avoir une production dédiée à partir d'environ 400 kg, j'ai bien noté. Il s'agit d'un modèle économique que vous avez calculé à ce sujet? Madame Charbot ne semble pas être disponible. J'ai l'impression que son réseau a frisé. C'est possible. Ok, ben on pourra peut-être revenir sur ce point ultérieurement, mais voilà, je pense qu'il est intéressant de savoir voilà, si les sites ont de dissocier éventuellement la station de production et la station de distribution. Il y a évidemment des cas où ça peut être économiquement viable, mais je pense qu'il y a des cas où les deux doivent être dissociés, quoi. Donc, le seuil me paraît faible, 400 kg, mais je voulais juste évoquer le sujet. Okay. Je vous remercie. Est-ce qu'on a un partenaire de l'étude qui veut bien répondre? Parce que je vois qu'on a quand même d'autres partenaires qui sont présents. Bon, visiblement. Ah, on a Monsieur Copin qui veut également réagir. Oui, bonjour, donc Laurent Copin, PVI. Je voulais rebondir juste sur une petite phrase qui a été dite comme quoi l'offre au niveau des bennes hydrogène n'était pas mature. Il faut savoir qu'il y a quand même pas mal de véhicules qui sont déjà disponibles pour avoir participé à plusieurs appels d'offres, que ce soit Dijon ou d'autres collectivités. On se rend compte qu'il y a une offre qui est aussi riche qu'au niveau des bus. Donc, en ce sens, je dirais que la problématique n'est pas l'offre. C'est plus aujourd'hui, au niveau des appels d'offres, il y en a assez peu. Il y en a beaucoup au niveau des bus, il y en a beaucoup moins au niveau des BOM. Mais je peux vous garantir que vous aurez tout à l'heure une présentation de CEMAT. Bon, nous, on est arrivé un petit peu tard sur ce sujet pour faire une présentation aujourd'hui. Mais il y a une offre qui est en train de se mettre en place, et y compris en Île-de-France, puisque PVI est basé à Gretz-Armavilliers dans le 77, et qu'on a également donc cette opportunité de pouvoir proposer des véhicules qui seront disponibles dès l'année prochaine. Merci Monsieur Copin. Effectivement, comme disait Véronique, c'était des données dans le cadre de l'étude qui avait été faite en 2019, et on voit que c'est quand même une filière qui est en train de monter très très vite. Donc merci beaucoup pour votre intervention. Puis je pense que vous aurez l'occasion de toute façon de reprendre la parole au fil de l'atelier. Véronique n'arrivant pas à se reconnecter, je vous propose de passer à la suite avec Thomas Gobi et Yann-Éric Starlander de France Hydrogène. Messieurs. Oui, merci. Bonjour à toutes et à tous. Je vais partager mon écran pour que vous ayez bien les diapos. Est-ce que ça s'affiche correctement? Oui. Oui. Très bien.
Eh bien donc, merci de nous avoir proposé d'intervenir dans cet atelier sur les bennes ordures ménagères. Donc, commencer par me présenter. Je suis responsable des relations avec les territoires chez France Hydrogène, que je viens tout juste de rejoindre il y a 2 semaines. Et Thomas, peut-être aussi avant qu'on démarre, si tu veux te présenter. Oui, bonjour à toutes et à tous, en binôme avec Yann-Éric Thomas Gobi, donc chargé de mission à France Hydrogène. Donc France Hydrogène, un petit rappel rapide, hein, c'est l'association qui fédère les acteurs de la filière hydrogène, donc avec plus de 320 membres sur toute la chaîne de valeur de l'hydrogène, que ce soit sur la production, la logistique, les usages, les services supports. Des entreprises, grands groupes, PME, mais également des champs de recherche et territoires. Hein. Il y a plus de 50 collectivités qui sont membres de France Hydrogène. Depuis quelques mois, nous avons mis en place aussi des délégations régionales. Il y en a 12 à ce jour, dont bien sûr une délégation régionale Île-de-France, dont le délégué régional est Gilles Aon d'Engie. Malheureusement, Gilles Aon n'était pas disponible pour participer à cet atelier ce matin. Vous avez là l'adresse mail à laquelle vous pouvez le contacter. Le site internet, petit rappel aussi, donc France Hydrogène, en fait, c'est le nouveau nom de l'AFIPAC. La nouvelle adresse du site internet francehydrogène.org. Et aussi un petit mot pour dire que depuis 2 mois, il y a une nouvelle version de l'Observatoire de l'hydrogène Vigie, donc vous avez là l'URL. Nous avons un groupe parmi nos différents groupes de travail qui est donc dédié au sujet mobilité, qui s'appelle donc Mobilité Hydrogène France, qui là aussi regroupe vraiment l'ensemble des acteurs de la filière mobilité au sein de France Hydrogène, qui est coordonné par Valérie Delporte-Bouillon, qui est directrice écosystème hydrogène de Michelin, qui est première vice-présidente de France Hydrogène, et qui interviendra d'ailleurs sur l'atelier bus qui sera organisé le 1er juin. Et le secrétariat de ce groupe est assuré par Element Energy. Je donne la parole à Thomas. Justement, on se proposait de faire un peu un panorama de l'offre technologique disponible. Ça fait un peu écho à la remarque de M. Copin. Thomas ? Oui, tout à fait. Merci Yann-Éric. L'idée là, c'est voilà, on va revenir un peu sur l'offre, on pourra discuter, on a mis aussi des chiffres, on a à peu près les mêmes que ceux de l'étude Île-de-France, on a essayé de mettre aussi un peu de perspective, et puis on va parler aussi après des projets qui aujourd'hui se développent en France et en Europe sur les bennes ordures ménagères hydrogène. Merci Yann-Éric. Alors, effectivement, bon, sur l'offre technologique hydrogène, je pense que, comme le disait aussi Véronique, les choses évoluent très vite. On voit véritablement cette offre se constituer et se renforcer d'année en année. Et on voit très bien que avant même 2024, avant le milieu de la décennie, on aura au moins 5 ou 6 constructeurs, la plupart européens, mais aussi américains, bien évidemment, se positionner sur une offre hydrogène. Donc voilà, ça c'est vraiment une dimension importante à prendre en compte. On comparera aussi, on fera des comparaisons avec le bus, mais voilà, sur le bus c'était un peu la même stratégie ou la même situation, avec une offre industrielle qui aujourd'hui est conséquente, mais qui au début, il y a quelques années, était quand même plus réduite. On vous a mis aussi quelques grands ordres de grandeur. La présentation vous sera transmise, donc on ne va peut-être pas rentrer dans le détail de chaque ligne. Mais enfin, voilà, c'était pour vous illustrer aussi les consommations moyennes par jour. Quand on veut calibrer un projet de benne à ordures ménagère hydrogène, c'est un élément essentiel à prendre en compte. Voilà, donc c'est une petite slide récapitulative. Ensuite, pour poursuivre, on a, comme je disais, on fait aussi le parallèle avec les bus hydrogène parce que on voit bien que sur l'offre technologique, on a un peu plus de recul, puisque les premiers projets, alors il y a un peu d'écho là, je suis désolé, est-ce que tout le monde pourrait couper les micros ? Merci. Donc, on voit effectivement qu'on a quand même sur le bus à hydrogène
on a un peu plus de retour d'expérience, c'est-à-dire que les premiers projets maintenant ont 10 à 15 ans. Donc ça permet d'avoir voilà, un peu plus de perspective et de pouvoir faire le parallèle aussi avec les bennes à ordures, même si ce n'est pas les mêmes constructeurs, les mêmes équipements, mais voilà, en termes de montée en maturité de la solution hydrogène, on voit que il y a une grosse dizaine d'années, on était à plus d'1,5 million le bus hydrogène, vraiment les tout premiers démonstrateurs, et que aujourd'hui on est aux environs de 600, 650 000 euros, donc qui reste quand même bien plus élevé qu'une solution thermique. Mais voilà, on voit l'écart se réduire et avec des perspectives d'être en fonction des commandes vers 500 000, voire moins, 500 000, 400 000 euros d'ici 2023-2024. Donc voilà, c'est vraiment cette montée en maturité, cette industrialisation avec en France par exemple c'est Safran sur le bus qui se positionne et qui affiche voilà, des carnets de commandes de plus en plus étoffés et donc du coup qui investit et qui va pouvoir réduire les prix sur ces bus. Donc si on fait le parallèle maintenant sur les bennes à ordures, slide parfait. Voilà, on voit aussi, bon ça c'était les mêmes informations que ce qu'a présenté Véronique. On voit qu'on est quand même assez largement au-dessus. On a un surcoût de 2 à 2,5 fois aujourd'hui, mais ce qui est important de noter, c'est que l'industrialisation n'a pas encore commencé sur la benne à ordures ménagères. Et donc, du coup, les premiers projets, les projets pilotes qui sont en train d'émerger vont permettre de réduire cet écart. Et avec, Laurent pourra compléter par la suite si besoin, mais voilà, à partir de quelques dizaines de commandes, on va avoir un surcoût qui va diminuer et les estimations sont passées de 500 000 à 350 000 euros à partir voilà, premier stade d'industrialisation, plusieurs dizaines de commandes fermes et des lignes de production lancées qui vont permettre voilà, de donner un peu de visibilité sur ces coûts liés à l'industrialisation. On voit aussi que le coût de possession sera plus intéressant si on est sur des bennes à ordures effectivement qui ont besoin de plus d'autonomie. Ça, c'est un point important. Voilà, et probablement qu'avec ce rythme d'industrialisation un petit peu accéléré, voilà, on pourra se rapprocher d'une solution diesel d'ici quelques années, véritablement. Alors, slide suivante, s'il te plaît. Alors voilà, là on a essayé aussi de mettre, voilà, de présenter un petit peu l'offre constructeur. Donc en premier lieu, effectivement, l'offre française qui est en train de se construire avec CEMAT et puis PVI, bien évidemment, mais aussi Ulemco qui a des solutions un peu différentes puisque c'est du rétrofit et on n'est pas sur une solution électrique, on est sur de la combustion. Slide suivante, s'il te plaît. Voilà, et puis d'autres constructeurs aussi qui se positionnent, alors là, hors de France, certains en Europe, mais pas tous. Voilà, avec, on voit les dates de commercialisation qui sont à des périodes assez proches, voilà, qui sont 2021, 2022, 2023. Peut-être. Voilà. Donc maintenant, après, alors il y a effectivement un peu d'écho, si vous voulez bien fermer vos micros. Après cet aperçu de l'offre technologique et de l'évolution prévisionnelle des prix, donc là vous avez sur cette carte un état des lieux des projets de déploiement de BOM annoncés en France. Alors peut-être qu'il en manque, si vous en voyez qui ne figurent pas sur la carte, n'hésitez pas à nous le signaler. Donc, et puis on va faire un focus sur les slides suivantes sur la démarche commune de Dijon avec Le Mans et Angers. Donc vous voyez, il y a quelques autres projets en Pays de la Loire, en centre Val-de-Loire, dans Touraine-Vallée de l'Indre, qui va intervenir tout à l'heure, la ville de Cannes aussi. Vers le Grand en Ile-de-France et projet Hydréol à Chaumont. Vous avez à chaque fois le nombre de BOM qui ont été annoncés et puis les nombres les plus conséquents à Dijon. Donc à terme, Dijon a annoncé souhaiter déployer 45 BOM.
donc avec un objectif qui s'échelonne d'ici 2030. La première étape qui va être réalisée donc, entre 2022 et 2023 avec le déploiement de 8 premières BOM en parallèle du déploiement de 27 bus à hydrogène et donc avec 2 stations de distribution. Au total, ça représente un budget de 180 millions d'euros d'ici 2028 et donc un total de 45 BOM et 180 bus donc, qui ont obtenu des financements de l'ADEME dans le cadre de l'appel à projet écosystème et mobilité hydrogène et également de financements européens qui sont clairement à ne pas négliger. L'agglomération de Cannes, Pays de Lérins porte aussi un projet avec le déploiement de 72 bus hydrogène d'ici 2023, une unité de production d'hydrogène vert, et donc le nombre de baumes n'a pas encore été annoncé, mais donc le souhait aussi d'acheter des baumes hydrogène. Donc on constate qu'il y a quand même maintenant vraiment un développement de la demande des collectivités françaises pour les baumes à hydrogène, avec le premier projet d'envergure qui commence à se développer, ce qui permet donc de mettre en place des stratégies de réduction des coûts de baume. Mais si on refait le parallèle avec le marché des bus à hydrogène, un marché peut-être quand même encore un peu moins mature, les constructeurs existent et proposent des véhicules, mais les productions sont encore assez faibles et le coût unitaire d'un véhicule reste élevé. Il y a aussi une problématique qui est le fait que les parcs de véhicules sont renouvelés de manière échelonnée dans le temps et pas forcément avec les mêmes échéances selon les collectivités, mais vraiment un constat qui est le fait qu'une seule ville ou métropole n'a pas un besoin suffisant, sauf peut-être très grande métropole, pour avoir un impact significatif sur le prix d'achat. C'est en tout cas le constat qu'ont fait les collectivités d'agglomération du Mans, d'Angers et de Dijon, d'où cette idée d'une commande groupée. Le Mans Métropole est aussi déjà bien impliqué dans l'hydrogène avec une station hydrogène en service depuis juillet 2020. Il y a un bus hydrogène qui circule. Il y a aussi un lien avec le projet sur les 24 heures du Mans, avec une catégorie hydrogène. Donc là aussi, ça crée toute une dynamique autour de cet écosystème. Donc Dijon, on l'a déjà mentionné, vous avez sans doute vu que le 19 mai, il y a eu la pose de la première pierre des 2 stations hydrogène. Et donc la ville d'Angers et puis Angers-Loire Métropole ont souhaité aussi s'associer à cette démarche. Donc l'objectif, c'est de réduire les coûts d'acquisition des véhicules, aussi renforcer les liens entre les équipes de ces différentes collectivités pour partager leurs expériences et leur savoir-faire pour mieux appréhender cette nouvelle technologie hydrogène. Et clairement, ils ont annoncé susciter aussi l'engouement d'autres collectivités qui pourraient rejoindre leur groupement. Donc l'annonce a été faite le 4 mai 2021, et donc avec 6 baumes pour le Mans, sur un rythme de 2 par an, 2022-2023, 3 pour Angers, et donc 20 sur les 5 prochaines années pour Dijon Métropole. Un mot également, une perspective un peu plus large au niveau européen. Il y a 2 assez gros projets européens qui portent sur l'expérimentation, le test en conditions réelles de baume. Le premier, c'est REVIVE, pour Refuse Vehicle Innovation and Validation in Europe, avec donc 15 baumes qui sont testés dans 8 villes et régions différentes d'Europe, donc aux Pays-Bas, en Belgique, donc à la fois des grandes villes et des villes un peu plus petites, dans le Tyrol du Sud, en Italie, et à Göteborg, en Suède. Donc ce projet, il a démarré début 2018 et il se terminera fin 2021. Et un autre projet Interreg, Europe, nord-ouest de l'Europe. Donc là, avec 7 autres villes en Écosse, à nouveau les villes, d'ailleurs la ville de Groningen qui participe sur les 2 expérimentations aux Pays-Bas, en Allemagne, donc Touraine Vallée de l'Indre qui participe à ce projet, et Bruxelles également. Donc là, ce projet-là a démarré en 2019 et se poursuit jusqu'en 2023.
Et puis aussi dans les annonces qu'ont pu faire des collectivités de taille un peu importante, la ville de Glasgow en Écosse a annoncé en mars 2021 avoir approuvé un plan de financement de 10,5 millions de livres pour l'achat de 19 bombes hydrogène. Donc là aussi, un objectif assez fort marqué par cette collectivité écossaise. Thomas, je te repasse. Oui, alors peut-être, merci pour conclure en quelques mots. Bon, on a essayé de faire un tour d'horizon des projets, de l'offre technologique, des coûts. Voilà, on pourra bien évidemment en rediscuter. Mais il nous semblait important de souligner quelques éléments, hein. Alors déjà, effectivement, l'offre est bien là, elle arrive, elle est de plus en plus étoffée, même si on reste sur des coûts importants. Il nous semble aussi intéressant de faire le parallèle avec les bennes à ordures, hein, avec les bus, pardon, pour les flottes de collectivités, parce que sur l'hydrogène et les bus, on a peut-être un peu plus de visibilité et on a un peu plus de maturité, donc ça permet aussi de voir un petit peu quel sera certainement les prochaines étapes du déploiement des bennes à ordures ménagères, d'anticiper un peu ce déploiement-là. Et puis même quand on pense à un projet hydrogène, hein, de lier les deux. Tout à l'heure, par exemple, on parlait des capacités de production et de distribution d'hydrogène. Ben voilà, en liant les deux, on aura des stations de production, distribution plus importantes, donc des quantités à produire plus importantes et des effets d'échelle certainement plus rapides pour obtenir une meilleure compétitivité des solutions. Donc voilà, aussi bien au niveau de l'offre technologique que du montage du projet, il y a certainement de belles synergies à construire autour des BOM et des bus, hein. Et puis on le voit bien dans beaucoup de projets de collectivité. On parlait de Dijon tout à l'heure, mais il y en a d'autres. Voilà, on lie assez rapidement les deux. Sur la question des prix et des coûts, effectivement, on voit que le groupement, la commande groupée est quand même une solution pertinente et intéressante. Là encore, on fait le parallèle avec les bus et on va faire un petit aparté dessus juste après. Donc là, je n'y reviens pas. Et côté France Hydrogène, on est en train de travailler un livre blanc, hein, sur le camion hydrogène. Alors, le camion entendu au sens large, hein, le poids lourd hydrogène, poids lourd routier. Voilà, et dans lequel, à partir de ce qu'on aura pu compiler dans ce livre blanc, on pourra éventuellement alimenter les prochaines réunions de ce groupe de travail du club hydrogène. Alors, juste pour faire peut-être le parallèle avec ce qui se passe sur les bus et ce qui a été structuré notamment au sein de Mobilité Hydrogène France, voilà, essayer d'accélérer la commande groupée au bénéfice de tout le monde. C'est-à-dire que les constructeurs ont comme ça plus de visibilité sur la taille de la demande à satisfaire. Et côté utilisateur, on a en se groupant effectivement un impact plus fort sur l'industrialisation et donc sur une baisse des coûts plus rapide. Et donc, partant de ce constat-là, sur le bus, Mobilité Hydrogène France et France Hydrogène se sont mobilisés pour essayer d'avoir cette démarche commune et d'essayer de grouper dans un même ensemble tous les acteurs pertinents sur le sujet. Donc, il y en a 4 principaux, hein, sur l'offre technologique et industrielle, la production-distribution d'hydrogène, les utilisateurs et puis aussi la mobilisation de centrales d'achat pour justement donner un cadre connu auprès des utilisateurs et puis des offres de solutions. Donc voilà, c'est un petit peu ces 4 piliers qui constituent le sens de la démarche. Et donc ça a été fait sur le bus. Et ce qu'on voit, c'est que on pourrait réfléchir, si certains d'entre vous sont intéressés, pour faire pareil sur les bennes à ordures ménagères, puisque on voit que tous réunis, hein, club plus France Hydrogène, délégation régionale. Et en plus, on peut faire le lien, nous, avec les autres délégations régionales partout en France, donc pour augmenter ce volume de commandes. Voilà, on pourrait couvrir ça et couvrir l'ensemble des besoins et puis peut-être avoir une vraie structure coordonnée, notamment dans le cadre de la stratégie nationale, hein, ce qui est recherché aussi, et accélérer l'effet d'échelle au bénéfice de tout le monde. Donc voilà, si certaines collectivités réfléchissent à des projets de bennes à ordures ménagères, souhaitent nous faire remonter leurs problématiques, leur intérêt pour ce type de démarche-là, qu'elles n'hésitent pas aussi avec Thomas, le club et puis la région. Voilà, on verra peut-être pour compiler tous ces retours qui pourraient nous être faits.
Donc voilà, hein, c'est une idée, une proposition qu'on souhaitait soumettre au sein du club pour accélérer ce déploiement. Voilà pour nous. Je pense qu'on a terminé. Juste pour conclure le petit moment pub, entre guillemets. Donc, on a les journées hydrogène dans les territoires qui auront lieu à Dunkerque. Donc, cette fois-ci, la date est ferme. Hein, malheureusement, elle avait dû être reportée à 2 reprises à cause du contexte sanitaire. Mais donc, cette fois-ci, ça pourra bien se tenir donc, du 8 au 10 septembre 2021 à Dunkerque. Donc l'idée force de cette édition, alors c'est marqué 2020, en fait 2021, pardon, une filière qui se structure, des territoires qui se coordonnent pour un déploiement massif des solutions hydrogène. Donc il y aura un certain nombre, bien sûr, d'ateliers, dont des ateliers à destination des collectivités, avec un focus sur bus et camions, dont on espère pouvoir nombreux venir échanger avec nous à Dunkerque en septembre. Voilà, c'est effectivement ce qu'on avait prévu de vous présenter. Et, on peut peut-être prendre quelques questions. Merci beaucoup. Donc effectivement, on a Jacques Guisgand d'EDF qui voulait intervenir déjà. Jacques. Oui, bonjour à tous. Grand merci pour cette présentation. Je voulais revenir sur ce qu'a dit Thomas là de France Hydrogène. Que je trouve extrêmement positif, c'est le fait de dire que pour les BOM qui font plus de 150 km, on est au touche-touche entre les BOM hydrogène et les BOM diesel. Et donc, moi, j'aimerais qu'il y ait un travail qui soit fait sur quel prix de diesel on prend en 2025, et surtout sur la période 2025 à 2035, pour pouvoir dire quelle solution est devant dans un ordre de mérite order entre quelle solution est devant et derrière. Je voulais juste signaler que c'est un travail qu'on souhaite mener avec nos experts de scénarii d'évolution des coûts des énergies. On souhaite faire ça avec la Banque des Territoires. Et moi, je vous propose, associer l'ensemble des acteurs sur ce travail, parce que mon constat, c'est qu'en 2018, quand on a monté le projet hydrogène fluvial avec Amsterdam, Ostende et puis Paris, rendu compte qu'on était vraiment très très loin de ça, et il y avait vraiment que les gens qui étaient dans le nice to have faisaient de l'hydrogène juste parce que ça faisait bien. Il y a eu toute une agitation des élus après l'annonce du plan Hulot 2019, etc., 2018-2019. Mais là, maintenant, on rentre dans la maturité des projets. Et je pense que les autorités qui organisent les collectes, elles ne rentreront dans la démarche que si on arrive à leur montrer que c'est en fait une solution non regret. Donc, je pense que vraiment, c'est essentiel de travailler sur ça dans les prochains mois. Voilà, c'était juste une remarque. Ouais. Alors, peut-être juste pour répondre et bien préciser, déjà, merci effectivement pour la remarque et la question. Le côté touche-touche avec le diesel se fera sur donc le TCO, donc le coût de possession, à partir de l'industrialisation. Une fois qu'on aura franchi quelques dizaines de commandes et de mise en circulation de bennes à ordures. Donc, ce n'est pas tout de suite. Pour l'instant, on est plutôt sur des bennes à ordures qui font 150 km par jour, donc les plus importantes, plutôt sur 15 à 20% de TCO en plus quand même. Donc, voilà, il faut tempérer un petit peu ça, mais effectivement, on risque de s'y approcher de plus en plus avec une réduction du CAPEX de plus en plus importante. Et c'est une solution qui est d'autant plus pertinente hydrogène quand on a besoin d'autonomie, parce que sur des trajets plus courts, effectivement, là, l'alternative batterie fait aussi sens. Voilà, donc c'était juste pour compléter un petit peu et qu'il n'y ait pas de contre-information sur ce sujet. Non, je suis entièrement d'accord. Je parle après 2025. Moi, mon propos, c'était après 2025, je pense. D'accord, oui, c'est ça. Oui, tout à fait. On est d'accord sur après 2025, on est au touche-touche. Voilà, oui, c'est ce qui nous remonte, en tout cas, effectivement, de la filière et des constructeurs, que, voilà, avec la baisse aussi du prix de l'hydrogène attendu, production et distribution, voilà, l'augmentation probable des coûts des hydrocarbures, etc. Voilà, on aura
ce TCO qui devrait se rapprocher. Moi, je souhaite qu'on mette de l'autre côté en face des prix du gazole qui soient significatifs, qui soient vraiment réalistes. Parce que quand on voit comment le prix du gazole a augmenté là, depuis quelques semaines, si on fait des calculs de TCO avec un gazole à 1,20 €, c'est pas très crédible, quoi. Donc, je pense qu'il faut qu'on mette en face des scénarios de prix de gazole de façon à bien identifier à 1,50 €, 1,80 €, 2 €, et qu'on puisse regarder où est le scénario non regret. Voilà, c'était ça, à mon avis, le travail qui reste à mener. Voilà. Oui, alors, merci. Effectivement, il est toujours difficile de faire des scénarios en intégrant des prix d'énergie. Ça, c'est la difficulté réelle qu'on a dans la planification énergétique. Mais suite à ta demande, Jacques, il faut aussi à ce moment-là parier ou faire des travaux importants sur les prix de l'hydrogène au même titre pour comparer. Donc, effectivement, là, il y a une difficulté. Et après des conclusions, si on prend un prix du diesel très haut, un prix de l'hydrogène très bas, effectivement, on a un autre résultat que l'inverse. Donc, il faut faire plusieurs scénarios. Exactement, exactement. Ouais, tout à fait. Alors, on a Monsieur Hainaut et ensuite Pascal Voisin. Alors, Monsieur Hainaut. Oui, c'est Éric Léon qui va parler. Bonjour. D'accord, oui, bonjour. Moi, j'ai d'abord une première question, Monsieur Hainaut a peut-être une deuxième, mais vous avez bien montré dans votre présentation que le changement d'échelle passe par des groupements de commandes, des achats massifs de bennes à ordures ménagères, qui permet notamment donc, de réduire le coût. Je voudrais savoir si France Hydrogène travaille actuellement avec des associations d'élus, comme par exemple France Urbaine, qui regroupe les communautés urbaines ou les communautés d'agglomération, pour que votre présentation, qui est extrêmement limpide et didactique, puisse aussi être présentée à d'autres communautés urbaines, métropoles, oui. Pour les sensibiliser à ces groupements de commandes. Je pense que ça serait une bonne chose. C'était voilà, ma première question. Une deuxième question, mais qui est vraiment très liée. J'avais cru entendre parler d'un groupement de commandes qui partirait de Marseille sur des pommes. Est-ce que vous avez des rumeurs, on va dire, similaires? Je peux peut-être répondre sur le premier point, Thomas? Oui, bien sûr. Donc, il y a eu une présentation qu'on a faite devant France Urbaine très récemment, et effectivement, on souhaite renforcer ce travail-là d'échange avec différentes associations d'élus, aussi avec la DCF. On a au sein de France Hydrogène un club des élus actifs sur l'hydrogène, donc on va aussi s'appuyer sur ce club. Et on a également un groupe de travail territoire pour vraiment bien faire l'articulation effectivement entre les enjeux industriels et le déploiement, notamment des solutions de mobilité par les collectivités. Donc c'est effectivement un travail qu'on souhaite amplifier dans les semaines et les mois à venir. Je ne sais pas par rapport à Marseille, si on avait entendu parler, Thomas. Juste peut-être pour compléter, la présentation qu'on a là, bon, c'est la première fois qu'on l'a fait, donc peut-être qu'effectivement, elle pourra servir dans d'autres contextes. Et on pourrait tout à fait, effectivement, comme l'a dit Yann-Éric, et si en lien avec vous, voilà, voir pour la diffuser auprès d'autres instances. Donc voilà, ça c'est tout à fait quelque chose qu'on a commencé, qu'on pourrait accélérer, notamment sur cet aspect bennes à ordures ménagères. Et sur l'aspect Marseille, alors Marseille, je savais effectivement qu'ils avaient des réflexions autour des bennes à ordures ménagères, qu'ils ont effectivement quelques projets. Après, je n'avais pas forcément entendu parler de commandes groupées sur ce sujet-là. Voilà, mais en tout cas, ce qui est à peu près sûr, c'est que il y a quand même beaucoup de collectivités qui s'intéressent à ce sujet des bennes à ordures ménagères, et surtout celles qui effectivement font des grands trajets. Et la métropole de Marseille, ex-Marseille, est quand même une très grande métropole, donc ça ne m'étonne pas qu'ils s'intéressent particulièrement à la solution hydrogène. Donc voilà, et cet intérêt-là risque de s'accroître. Donc avoir peut-être un cadre d'action national serait certainement utile. Oui, parce que nous, on a, dans le cadre d'un appel à projet ADEME qui va être déposé en septembre, la métropole de Tours qui va se lancer dans l'aventure bennes à ordures hydrogène.
et ils disposent de 40 bennes. Donc, il serait intéressant de leur communiquer cette formation. On partira dans ce sens-là dès septembre. D'accord. Je pense qu'il y a d'autres métropoles qui sont prêtes à partir, mais qui n'ont pas l'info. Oui, tout à fait. Tout à Le fait. groupement de commandes est extrêmement intéressant pour nous. D'accord. Ben oui, je pense que c'est une option, une voie, en tout cas, sur laquelle il nous faut travailler dans les semaines à venir. Je pense, oui, parce que on pourrait, je pense qu'au niveau des bennes à ordures, la plupart des grandes métropoles et grandes villes seront intéressées par le projet. Peut-être enfin voilà, c'est pour ça que tout à l'heure, avec Yann-Éric aussi, on voulait lancer un peu cet appel, entre guillemets, s'il y a des manifestations d'intérêt, enfin voilà, déjà qu'on puisse le savoir avec le club aussi, bien évidemment, hein, voilà, et la REC, etc., qu'on puisse, côté Île-de-France, commencer à engranger tous ces positionnements pour peut-être voilà, venir enrichir un futur dossier national dans lequel on pourrait mettre bien évidemment des acteurs en Centre-Val de Loire et puis d'autres régions, de Marseille et d'ailleurs. Donc voilà, effectivement, c'est totalement comme ça qu'il faut commencer en essayant de recenser le besoin, les grandes problématiques, les enjeux qui se posent pour ensuite se retourner vers les constructeurs et les producteurs d'hydrogène pour dire, ben voilà, maintenant il faut travailler là-dessus. Et il faut absolument baisser le prix du matériel, hein, sinon c'est pas abordable par les collectivités. Merci, effectivement. Je voulais juste préciser que nous, on a invité pour cet atelier, mais bon, je pense que la communication, elle a été un peu rapide. On a invité toutes les collectivités à compétences collecte en Île-de-France, et il y en a quand même un grand nombre. Mais quand on aura les éléments un peu de cet atelier, puis de voir un peu les perspectives, on pourra aussi recommuniquer à toutes ces collectivités. Voilà, on a quand même, sur une région de 12 millions d'habitants, bon, je pense qu'il y a clairement du potentiel. On avait ensuite Pascal Voisin et ensuite Arnaud Deschamps et Yvan Chetal. Pascal? Oui, vous m'entendez? Bonjour à tous. Oui, on vous entend, oui. J'avais une question qui porte sur le TCO, qui aujourd'hui paraît encore dissuasif, si on compare le diesel avec des piles à combustible. En fait, c'est une motricité pile à combustible. Ma question, c'était sur l'éventualité ou l'alternative qui peut se faire jour des moteurs poids lourds à injection hydrogène. Est-ce que c'est une voie que vous pouvez regarder au niveau du France Hydrogène, que vous suivez, et est-ce que ça pourrait devenir une alternative qu'on puisse regarder en termes de TCO? Je pense que ça serait un impact important. Après, ça a aussi d'autres impacts, c'est-à-dire quand on est un opérateur logistique, dans les compétences d'atelier derrière d'entretien, on reste sur des thématiques et des compétences plus conventionnelles, ce qui manque pas d'intérêt. Mais aujourd'hui, on n'a pas forcément d'éclairage sur est-ce que cette technologie, puisque les moteurs thermiques à injection GNV, peut-être que c'est pas très loin, certains peuvent peut-être être adapté pour travailler avec de l'hydrogène. Est-ce que c'est une voie qui est envisageable et qui pourrait rentrer dans les études telles que les deux que vous venez de nous présenter, qui sont intéressantes? Voilà. Alors sur l'aspect combustion, effectivement, donc l'offre technologique pour l'instant se rend plutôt sur des solutions toutes électriques, pile à combustible plus batterie. Après, effectivement, on a déjà des constructeurs. Yann-Éric, je ne sais pas si tu peux remonter sur la slide. Vous verrez, on a notamment un constructeur qui travaille sur cette solution de rétrofit, effectivement, parce que, alors, encore juste celle d'avant, voilà, Ulemco. Donc voilà, c'est un moteur à combustion interne d'hydrogène. Et effectivement, sur une solution rétrofit, alors qui pose aussi des questions. Quel taux d'hydrogène on peut injecter dans le moteur sans endommager l'ensemble, puisque la flamme hydrogène, la combustion, la flamme hydrogène n'est pas tout à fait la même que celle gaz, donc il faut faire attention à ça, même s'il y a beaucoup de motoristes qui travaillent, tous les plus grands, MAN, Wärtsilä, etc., Iveco, enfin voilà, tous les plus grands. Travaillent sur ce sujet. Donc, il y a quand même des questions. Combien d'hydrogène on embarque, tout ça, c'est quand même des questions. Mais effectivement, il semblerait que sur ce rétrofit, il y ait une vraie opportunité. Donc,
là-dessus, sur le rétrofit, il y a deux orientations. Soit on se dit que c'est une solution qui permet de préparer une vraie solution zéro émission, parce que là, lorsqu'on est sur de la combustion hydrogène, on n'est pas zéro émission, hein, surtout avec le gaz, on réduit les émissions, mais on n'est pas zéro émission. Donc, est-ce que c'est simplement simplement, entre guillemets, mais est-ce que c'est une solution de transition ou est-ce que c'est une vraie solution qui peut s'imposer en complément de toutes les autres solutions qu'on peut connaître? Donc, voilà, c'est des vraies questions. Il y a une offre technologique qui est en train de se développer là. Toutes les questions ne sont pas répondues, mais effectivement, l'idée, c'est aussi de le prendre en compte. Alors, dans le livre blanc qu'on fait, là, il faudrait voir, il y aura un passage rétrofit, mais je ne sais pas sur les bennes à ordures ménagères, puisqu'on s'oriente plutôt sur des packs. Sur le poids lourd, très longue distance, voilà, le sujet reste ouvert, mais voilà, on pourrait voir, en tout cas, pour travailler ce sujet rétrofit, peut-être au sein du club aussi. On a Arnaud Deschamps d'Airparif. Oui, bonjour. Ouais, bah du coup, j'ai pas bien compris là sur Ulemco, mais bon, c'était pas mon intervention première. Mais est-ce que c'est de l'injection d'hydrogène en additif ou est-ce que c'est un double carburant, voilà, que ça fonctionne 100% hydrogène et 100% diesel, ou est-ce que c'est une proportion d'hydrogène injectée dans le moteur pour améliorer la combustion et réduire les émissions polluantes. Mais en tout cas, je ne sais pas si ça a évolué, mais en tout cas, sur l'injection, enfin, en moteur en combustion d'hydrogène, il y avait quand même à l'époque, pas très longtemps même encore, des soucis d'émissions d'oxyde d'azote, hein, puisqu'on brûle à haute température. Donc, bon, on peut être un petit peu méfiant du côté émission et on perdrait donc du coup l'avantage du zéro émission. Et puis il y a, je pense, un problème aussi de rendement, hein. La pile à combustible a quand même un super bon rendement. Voilà, ce serait peut-être aussi un aspect qui affecterait le TCO, mais à creuser. Je voulais juste revenir sur l'intervention de M. Guisgand sur l'étude bilan économique de la filière court-moyen terme. Je pense que ça peut être intéressant de regarder, même si ce n'est pas directement impact, dans le TCO, mais de regarder un petit peu l'impact sanitaire, du coût sanitaire de la pollution émises par les concurrents, donc aux véhicules hydrogène. Et je pense que ce ne serait pas négligeable en termes de bilan économique global. Et je pense que les collectivités maintenant commencent à très bien intégrer cette problématique de coût sanitaire de la pollution. Et voilà, pourrait déclencher aussi un engouement si on présentait les choses correctement. Voilà, donc Airparif peut aider éventuellement à un groupe de travail qui essaierait donc d'intégrer ces coûts sanitaires liés aux émissions polluantes dans le coût global, on appelle l'internalisation des coûts globaux de la filière hydrogène. Ouais, donc je réagis là-dessus. Je trouve que c'est une excellente idée si on pouvait intégrer justement ces externalités dans un calcul économique. On pourrait avoir un calcul économique typique, classique, et puis on rajouterait un volet externalité. En tout cas, génial si Airparif est prêt à disposer du temps pour travailler là-dessus. C'est très très bonne idée. Merci. Merci. Et ensuite, Yvan Chetaille, et après, on passe à la suite. Juste, Véronique, est-ce que Airparif peut nous préciser la réglementation par rapport aux véhicules, nous rappeler la réglementation par rapport aux véhicules thermiques et à l'accès est-ce que ça concerne les bennes à ordures? Est-ce que tu peux faire un point, Arnaud? Je n'ai pas compris exactement la question, Véronique. Les véhicules thermiques, les interdictions de véhicules thermiques, si ça concerne les bennes à ordures et à quel horizon? Ouais, non, j'ai pas la réponse, mais oui, effectivement, dans les ZFE, les véhicules un peu plus lourds vont être concernés. Je peux pas, mais je peux vous trouver l'information et vous l'envoyer. Oui. Je pense que c'est important de la communiquer pour l'ensemble des véhicules thermiques de toute façon. Oui, tout à fait. Merci à tous. Donc on a Yvan Chetaille de la Banque des Territoires. Yvan? Oui, bonjour à tous. Moi, je voulais savoir si, pour augmenter l'offre de bennes à ordures et passer à une plus grande échelle, est-ce qu'il était pertinent de réfléchir en parallèle au groupement de commandes à un outil de portage de véhicules qui pourrait mettre à disposition sous forme de location auprès des collectivités ou d'opérateurs ces véhicules, au moins pour la phase d'amorçage.
Voilà. Est-ce que c'est une problématique parce que souvent les collectivités acquièrent les véhicules? Est-ce qu'elles sont prêtes à passer en location éventuellement? Et notamment pour le rétrofit, ça pourrait être aussi une solution de proposer des véhicules rétrofit dans ce cadre-là. Alors, c'est peut-être directement aux collectivités de répondre, mais en tout cas, effectivement, le dispositif, enfin le dispositif, les piliers qu'on vous a montrés là tout à l'heure, effectivement, pourraient être complétés par d'autres dispositifs comme la mise en location de véhicules pour répondre à différentes situations. Donc, tout à fait prêt à regarder cette possibilité-là, cet outil, ce dispositif. Surtout s'il y a du retour d'expérience sur d'autres types de mobilité. Voilà, je pense que ça peut être très utile et puis voilà, répondre à des questions que se posent les collectivités et puis peut-être effectivement trouver des moyens de déploiement un peu alternatifs, voilà, en fonction des situations des uns et des autres. Donc, tout à fait partant pour réfléchir en ce sens et voir voilà, si ça peut pas constituer un autre pilier de ce comment grouper, enfin voilà. Donc, en ce qui concerne la banque de territoire, nous, on a cette capacité d'investir dans ce type d'outils, donc on serait prêt à y réfléchir également, mais il faut qu'on ait une demande aussi, donc avoir des collectivités qui seraient prêtes à, au moins pour le démarrage, à souscrire des contrats de location pour leurs propres usages. Tout à fait, tout à fait. D'où le besoin effectivement de bien savoir les besoins des collectivités et leurs intentions. Donc effectivement. S'il y a une collectivité qui veut intervenir, ça peut être intéressant, sinon on passe à la suite. Visiblement, ça ne prend pas, peut-être pas encore. Je vous propose qu'on passe justement à une autre collectivité, mais qui n'est pas en Île-de-France, Touraine-Vallée de l'Indre, avec Anséric Léon et Alain Hainaut, messieurs. Oui, bonjour, Alain Hainaut, donc je suis chargé du développement économique et du déploiement des nouvelles énergies sur cette communauté de communes. Bon, la communauté de communes Touraine-Vallée de l'Indre, c'est une communauté de communes d'un peu plus de 52 000 habitants qui regroupe 22 communes. Nous sommes partis dans l'aventure hydrogène, nous, il y a 4 ans, quand nous avons répondu au premier appel à projet de Nicolas Hulot, ministre de l'Environnement à l'époque, sur le déploiement des nouvelles énergies. Le contexte chez nous était favorable. Est-ce que vous voyez notre... Est-ce que c'est possible de partager la présentation? Oui, je vous la mets. Hop. Hop. Donc le contexte, c'était... En Indre-et-Loire, on avait la chance d'avoir plusieurs partenaires intéressants, dont le CEA, le RIPO, installé sur une de nos communes, qui œuvre pour le déploiement d'hydrogène et qui, avec la région centre, portait un projet de recherche dit Lavoisier, qui consistait à mettre au point les réservoirs à hydrogène et la pile à combustible. On doit être page 3. On doit être page 3 là. Ouais. Voilà. Page 3. Voilà, ici, on est là. Voilà, c'est ça. Donc, un contexte, comme je viens de le dire, favorable. Moi, à l'époque, j'étais président de cette communauté de communes, donc je me suis embarqué dans l'aventure. Et je vous propose aujourd'hui de faire un petit point sur la mobilité hydrogène sur notre communauté de communes aujourd'hui. Nous avons acquis une station de distribution sur le parc d'activité, un parc d'activité où est installée la communauté de communes, un parc d'activité de 235 hectares, fait à la fin des années 90 et au début des années 2000, particulièrement tourné vers l'environnement, dans le cadre d'une charte dite PAN, haute qualité environnementale. Donc, aujourd'hui, nous disposons d'une flotte captive de 10 véhicules utilitaires, H2, Renault Kangoo, donc, le CEA en possède 2 et une grande société de gestion d'eau en a acheté 3. La capacité de la station est de 20 kg jour à 350 bars. Donc, une appropriation de la technologie par les communautés de communes, approbation du soutien du projet par le conseil communautaire et puis test en situation réelle d'une flotte de Kangoo, de la gestion d'une station de distribution d'hydrogène. C'est le projet que nous portons depuis 3 ans maintenant.
La mobilité hydrogène aujourd'hui sur le territoire de Touraine-Vallée de l'Inde, c'est ça, quoi. On a donc acquis cette station de distribution pour les voitures. On a d'autre part acquis 15 vélos à hydrogène avec une station de recharge adaptée à ces vélos qui sont affectés à un circuit touristique sur le secteur d'Azel-Rideau qui permet donc un circuit touristique qui permet de visiter 3 châteaux, le château d'Azel-Rideau, Rimussé et Villandry. Donc, on a plusieurs pistes de déploiement du vélo hydrogène, une mobilité professionnelle qui reste à mettre en place, et puis le cyclotourisme dont je viens de vous parler, qui fonctionne donc pour le tourisme sur notre communauté de communes, mais on travaille actuellement sur un projet de déploiement du vélo hydrogène avec la Vienne, notamment avec le Futuroscope. L'objectif du déploiement, tester vraiment une flotte de vélos hydrogène en conditions réelles, performance de la pile, durée de vie, autonomie, confort d'utilisation, etc. Le vélo, c'est un vélo Pragma qui est fabriqué, un vélo français donc, qui est fabriqué chez nous. Mesure de l'acceptabilité sociétale de la technologie hydrogène pour le grand public, étude sociologique en partenariat avec l'Université de Tours, ça nous l'avons réalisé. Et les conclusions existent aujourd'hui, qui sont intéressantes d'ailleurs. Une vitrine, bien sûr, ce vélo hydrogène pour le grand public de la stratégie d'innovation et touristique de la collectivité. C'est avant tout faire découvrir, je dirais, aux nombreux touristes qui fréquentent la Touraine, ce moyen de locomotion qui est maintenant à l'ordre du jour et qui fonctionne bien. La promotion, bien sûr, du vélotourisme, et puis la réplicabilité du projet sur d'autres territoires. D'autres territoires actuellement, comme je viens de dire, sont intéressés par ce projet. On a un projet de faire la Loire à vélo à hydrogène, en partant d'Orléans jusqu'à Nantes, et puis un projet de réaliser l'Indre à vélo hydrogène, toujours dans un cadre touristique et de découverte des territoires. Le déploiement de la mobilité lourde, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, la benne à ordures ménagères hydrogène. Alors, nous avons représenté à l'époque, lors d'un appel à projet dit Hector, dans le cadre d'un programme Interreg Nord-Ouest Europe, notre communauté de communes et la France, puisque nous sommes les seuls à avoir répondu à ce projet. Nous sommes fiers à l'époque d'avoir été retenus pour représenter la France. Donc, c'est qu'un consortium européen qui regroupe 7 territoires, je suppose que vous savez, Aberdeen, Groningen, Arnhem, Duisbourg, Erten, Bruxelles et la communauté de communes du Val de l'Inde pour la France. La coordination est faite par Aberdeen, Université pour l'analyse des données, Université of Applied Science. Le déploiement de la mobilité tour, la benne à ordures ménagères. Alors, on l'a commandé il y a 1 an, je crois, voire plus. Série, ouais, un peu plus d'un an. Alors, on avait consulté à l'époque les fabricants, il y en a autour de cette table aujourd'hui, de bennes à ordures. Donc, mais on a retenu un fabricant d'un camion Mercedes, donc équipé de 2 piles à combustible de 150 kW, c'est ça. Et on a confié à une entreprise française l'aménagement de la benne, c'est la société CEMAT qui était à La Rochelle. Donc, le retour d'expérience accessible à toutes les collectivités souhaitant acquérir ce type de véhicule innovant. Actuellement, la benne, elle va nous être livrée dans les semaines qui viennent, à la fin de l'année. Elle est terminée puisqu'on la réceptionne le 2 juillet à La Rochelle. Donc, elle servira de démonstrateur, comme vous venez de le dire, pour certaines communes. Il est prévu de la prêter à la ville de Bordeaux, de la louer à la ville de Bordeaux et à d'autres villes, pour qu'elles puissent découvrir le véhicule. Le retour d'expérience portera sur la préparation des différents sites d'accueil des bonnes, c'est ce que je viens de vous dire, le coût de possession du véhicule, la maintenance réalisée, et dégager la pertinence de cette technologie pour cet usage. Je reviens sur ce qui a été évoqué tout à l'heure, la comparaison des prix d'achat et des coûts d'utilisation des bennes, entre une benne diesel et une benne hydrogène. Avant de concevoir, je dirais, ce projet, cette benne à ordures, Mercedes et la société CEMAT ont repéré un circuit sur notre territoire et ont travaillé sur ce circuit avec une benne diesel pendant 15 jours.
Quand la benne hydrogène arrivera, elle reprendra exactement les mêmes circuits et les données seront comparées. Donc, la phase amont, préparation du cahier des charges, définition des caractères techniques donc, du matériel. Il faut s'appuyer sur les besoins du territoire en matière de collecte. Bien sûr, en ce qui concerne la collecte des ordures ménagères, les circuits dans les quartiers denses sont différents des circuits plus campagnards, je dirais, que nous avons sur notre communauté de communes. Les caractéristiques des tournées, donc nombre de bacs levés, kilomètres parcourus, type de territoire, périurbain, urbain, rural, doivent être clairement pris en compte si on veut atteindre les objectifs fixés. Rencontre des constructeurs pour expliciter le besoin. La maintenance est un élément clé de la consultation. Veiller à avoir des relais locaux, appréhender les délais d'intervention, etc. C'est-à-dire qu'en ce qui concerne la motorisation des piles à combustible, on a recherché à avoir un partenaire local qui va assurer la maintenance du camion et des piles à combustible pour qu'on n'ait pas à, je dirais, à se déplacer trop loin pour répondre en cas de panne notamment, ou en cas de mise au point, ou tout simplement de contrôle de sécurité. S'assurer de la compatibilité du matériel avec l'unité de distribution. S'appuyer sur les normes de remplissage de la station prévue pour l'avitaillement de la BOM H2. Notre benne à ordures sera un véhicule donc, qui fonctionnera avec de l'hydrogène 700 bars. Après, il faut vraiment, c'est le problème qu'on rencontre aujourd'hui, avoir des stations de distribution adaptées. On travaille sur ce projet aujourd'hui, ce qui retarde pour le moment sa mise en service. Le déploiement, donc toujours, veille sur la réglementation du lieu de remisage du véhicule. Il doit y avoir un lieu adapté au niveau sécurité, ne pas stocker le véhicule en milieu fermé, il doit le stocker en milieu ventilé ou laisser dehors. Pédagogie et formation des équipes de collecte, la sensibilisation à la technologie hydrogène, éco-conduite, etc. est obligatoire et je dirais importante. C'est une phase que nous allons aborder avec l'entreprise que nous avons choisie en DSP. Les chauffeurs seront formés à la conduite des véhicules hydrogène et au recensement des données qui seront indispensables pour être retransmises, je dirais, dans le cadre du contrat. Donc, constructeur de bennes hydrogène, donc la société CEMAT, je viens d'en parler. C'est une société du groupe Zoller, mais ils vont se présenter tout à l'heure, d'après ce que j'ai compris, donc je vais les laisser faire. L'investissement, nous avons payé cette benne à ordures 685 000 € hors taxe. Fonctionnement compris, je crois. Le fonctionnement est compris dans le prix de... Après, il y a un fonctionnement supplémentaire. Oui, voilà. Nous avons obtenu une subvention à hauteur de 60% par European Regional Development Fund, soit 428 125 €. Sans cette subvention, bien sûr, que nous n'aurions pas pu acheter cette benne. Le coût prévisionnel du fonctionnement, la maintenance annuelle, est estimé à 25 000 €. L'achat d'hydrogène pour un estimatif à 9 € kilo, 38 220 € par an, compte tenu, je dirais, du circuit qu'on a prévu de lui faire faire. Le programme Interreg subventionne également les coûts de fonctionnement à hauteur de 60%. Pour l'hydrogène, les 60% sont calculés à partir du surcoût entre le hydrogène et le diesel. Voilà. Notre calendrier. Le planning du projet. Donc, mai 2021, livraison de la benne à ordures. On a déjà un peu de retard parce qu'on la réceptionne le 2 juillet à La Rochelle. Test de la benne à ordures sur les phases courtes. Réglage. Décembre 2021, livraison de la station de recharge. Ça, c'est une station de recharge aussi cofinancée dans le cadre d'un programme européen qui va être capable de charger deux types de réservoirs, un à 350 bars et un à 700 bars. Et ensuite, à partir de cette date-là, exploitation de la benne à ordures pendant 18 mois dans le cadre d'Hector, ce qui nous permettra de collecter toutes les données nécessaires pour comparer, je dirais, l'utilisation d'un véhicule de ce type à un véhicule diesel aujourd'hui.
La borne sera exploitée directement par l'entreprise Covet, à qui nous avons délégué le service collecte des ordures ménagères. Et Touraine-Vallée de l'Inde garde l'entière propriété de la benne à ordures et assumera toute la maintenance et les dépenses d'avitaillement. C'est-à-dire que nous avons gardé la propriété de la benne à ordures et nous l'avons mis à disposition de cette société pour la tester. Voilà, j'ai fait le tour de ce projet dans les grandes lignes. On a quelques retards aujourd'hui parce qu'on n'a pas l'alimentation en hydrogène. C'est l'alimentation en hydrogène qui nous manque, puisque pour obtenir les subventions européennes, l'Europe nous oblige à utiliser de l'hydrogène vert. L'hydrogène vert qui aujourd'hui n'a pas les moyens d'être produit sur la Touraine. Je pense qu'on aura des solutions dans peu de temps, mais pour le moment, ce n'est pas possible. Voilà, je vous remercie. Je crois que je vous ai dit l'essentiel. Je suis prêt à répondre à vos questions si vous en avez. Merci beaucoup. Alors, on va voir. Alors, est-ce que nous avons des demandes de questions? Alors, je vois. Alors, je ne sais pas qui était avant. Est-ce que c'est Pascal Voisin ou Thomas Gobi? Allez, Pascal, à vous. Non. Ah non, c'était pour l'intervention d'avant alors. Alors, Thomas Gobi, alors, de France Hydrogène. Oui, merci, merci Thomas. Merci pour cette présentation hein, très claire et pour ce projet. Je voulais juste revenir d'un point de vue un peu caractéristique technique. Quand vous dites le lien entre Mercedes et CEMAT, j'ai pas forcément bien compris. Et vous avez marqué 2 piles à combustible, c'est 2 piles de 150 kW ou c'est les deux qui font 150? Ah, 2 de 150 kW. Le lien entre CEMAT et Mercedes, c'est le groupe Zoller et c'est la société CEMAT qui porte la construction de la benne à partir d'un châssis Mercedes équipé de 2 piles à combustible. Voilà. D'accord. L'assemblage, c'est fait par la société CEMAT. Enfin, je pense qu'ils vont nous en parler tout à l'heure. Je ne voudrais pas raconter le technique. Hein voilà. Pourquoi on a fait ça? Parce que quand on a lancé la consultation pour acheter un camion hydrogène, on n'a pas eu beaucoup de réponses. On a eu des réponses de groupes. On n'a pas eu de réponse française. On a eu des réponses de groupes allemands, de groupes du Nord. Quoi. Voilà. D'accord. Donc, voilà. Et comme il fallait l'équipementier, il fallait trouver un équipementier pour mettre la benne sur le camion. On a choisi une société française, la société CEMAT, qui a fait l'assemblage de la benne. Et les 2 piles sont de Mercedes aussi, ou vous savez je ne sais pas, on nous le dira, je pense que la société tout à l'heure. Je ne pense pas qu'elles sont de Mercedes. Non, c'est des piles canadiennes. D'accord, ok. Je pense, à vérifier. Oui, ça me semblait étrange aussi, mais enfin bref, ok, ça marche. Ben, merci pour ces. À vérifier, hein, quand même. Et juste. 2 piles de 60. Hein 2 piles de 60. Ouais, 60. 2 piles de 60 kg. D'accord. Non, mais pas de problème. Et le circuit que vous avez mentionné tout à l'heure, est-ce qu'on est autour, comme on le disait tout à l'heure, des 150 km, voire un peu plus, par jour de circuit ou Voilà, c'est ça. D'accord, ok. 50 à 200 km par jour. Compte tenu qu'on a une commune périurbaine, oui. Certaines zones un peu campagne. Ouais. Les piles sont hydrogéniques. D'accord. Là. Ouais. Et les piles sont de quelle capacité? 2 fois 60. Ok. Merci à vous. Voilà. Est-ce qu'on a d'autres questions? Peut-être juste pour faire un lien avec entre le prix d'une benne ordure ménagère et vos précédentes présentations. Il faut effectivement être à l'affût des programmes européens et nous, sans le programme Interreg, on n'aurait pas pu comment acheter une benne à ordure ménagère. Je crois que c'est déjà le rôle de la FIPAC, mais c'est peut-être quelque chose qu'il faut aussi rappeler, c'est qu'il y a des dispositifs aujourd'hui qui existent au niveau européen, donc il faut vraiment prendre le pli, qui peuvent venir quand même réduire les coûts d'investissement.
Donc vraiment, peut-être de manière plus générale sur l'hydrogène, ça vous le savez, il faut vraiment que les collectivités aient quelqu'un qui soit vraiment à l'écoute des projets européens en matière d'hydrogène, hein, parce qu'il y a quand même de l'argent à aller chercher et c'est vrai que c'est bête de passer, de passer à côté. Peut-être aussi un autre élément, là c'est plus en interne, ça demande quand même une certaine technicité supérieure à une simple technicité d'acquisition de bennes à ordures ménagères. Ouais. Donc là aussi, hein, c'est un retour d'expérience. Les collectivités qui se lancent dans cette affaire, ne pas minorer le coût humain, entre guillemets, de mise à niveau sur ces questions-là de bennes à ordures ménagères à hydrogène. Effectivement, merci pour ces précisions et puis ces recommandations pour des collectivités qui souhaiteraient s'engager dans cette démarche. On a Laurent Copin de PVI. Oui, j'avais une question. Vous dites qu'au niveau des subventions européennes, donc il y a des fonds à aller chercher. Globalement, sur une BOM à 600 000 € à peu près en France, raisonnablement, on peut espérer obtenir une subvention d'environ 200 000 €. Vous avez obtenu plus du double, hein, puisque vous êtes à plus de 400 000. Est-ce que c'est un processus qui vous a pris combien de temps, en fait, pour obtenir cette subvention ? C'est un appel à projet qui a été porté par nos services. Ça a pris combien de temps? Il y a tout un travail amont, puisqu'il faut déposer le dossier à la Commission européenne. Et ça, c'est un travail qui a bien duré. Enfin, vous avez les différentes étapes hein, dans Interreg. Il y a une première étape qui a duré peut-être 6 mois, 1 an. Et puis après, quand sur le principe, la Commission a autorisé, on a pu passer au ce qui s'appelle le step 2, quoi. Et donc vraiment la constitution du formulaire de subvention. Là, ce qui nous a pris environ 1 an. Et je crois que la décision finale de la Commission européenne a dû dater de premier trimestre 2019. Donc, il faut compter 1 an et demi quand même. Hein, 1 an et demi. La Commission européenne, ça c'est une petite anecdote qui peut faire sourire les collectivités. La représentante de la Commission qui me disait « Ah, vous les Français, vous n'êtes pas toujours à l'aise avec les procédures européennes et avec les règles européennes. » Et c'était un peu taquin, mais c'est vrai qu'ils sont d'une exigence extrêmement, d'une très grande rigueur. Hein. C'est-à-dire que c'est pas un dossier de subvention je n'ai rien contre les dossiers de subvention qu'on fait dans d'autres collectivités, voire à l'État, mais là, on est vraiment sur des dossiers de subvention extrêmement techniques, où toutes les questions que là, on se pose sur notamment le coût, la comparaison avec le coût de gestion, le coût de fonctionnement d'une benne à ordures ménagères, on va dire, classique. C'est des questions qui sont posées dans le dossier de subvention et il faut y apporter déjà des réponses d'entrée. Donc, c'est vraiment un exercice passionnant, mais complexe. Il y a un suivi pointu aussi derrière, que ce soit pour le déploiement des vélos ou la benne, qu'il faut assurer parce qu'il exige des remontées des données très précises, quoi. Ce qui est un peu logique compte tenu des fonds avancés, quoi. On est dans une phase expérimentale où il faut jouer le jeu jusqu'au bout. Voilà. Comment je vois les choses aujourd'hui. Oui, pendant 18 mois, on aura vraiment un travail effectif à faire et très précis de remontée de données, quoi. Oui, donc ce qu'il faut entendre, c'est quand même c'est un processus qui est quand même assez lourd. On est dans le cadre d'une expérimentation, on n'est pas dans le cadre d'une conversion d'une flotte en hydrogène. Et donc, est-ce qu'à votre connaissance, il existe des subventions au niveau européen qui pourraient compléter les aides françaises, et est-ce que c'est cumulable aux aides françaises dans le cadre d'une acquisition ou pour exploitation classique? Nous, on n'a pas eu d'aide française, on a eu des aides françaises avec des fonds européens via la région pour acheter les vélos, mais pour les voitures aussi, pour les voitures, parce que c'est des fonds leaders. Ouais. Pour le reste, on n'a pas eu d'aide française pour la benne à ordures. Hein. Non. Aujourd'hui, les seuls, je pense qu'il n'y a pas, à mon sens, il n'y a pas d'incompatibilité à cumuler des aides européennes et des aides communautaires et des aides françaises, comme par exemple les fonds leaders sont compatibles. Les aides françaises aujourd'hui, à mon sens, la seule aide
Ça sera l'ADEME. Voilà. Ça sera l'ADEME dans le cadre des appels à projets mobilité lourde ou écosystème là qui... Ouais, alors non, je pense qu'il y a plusieurs aides, hein, parce qu'il y a les aides effectivement de l'ADEME dans le cadre des écosystèmes territoriaux. Il y a également le nouveau bonus écologique qui est sorti depuis assez peu de temps. Je ne sais pas s'il est cumulable avec ces aides-là. Et il y a également les aides régionales qui peuvent s'ajouter, mais en aucun cas le montant total de ces aides ne peut atteindre l'aide que vous avez obtenue au niveau de la Commission européenne. Et donc, c'est pour ça que je vous posais la question, une collectivité... C'était dans le cadre d'un projet européen qui est clos maintenant, mais peut-être qu'il y en aura d'autres. Je ne connais pas les projets européens aujourd'hui. Ce projet est clos. Il est clos, mais je pense qu'il y en aura d'autres en fonction de l'évolution, je dirais, du déploiement de ce type de matériel. Parce que je pense que la commande va être forte très rapidement maintenant. Ok, merci. Avec des aides moins importantes, certainement, puisqu'on reste quand même dans une position expérimentale pour les 2 prochaines années qui viennent. Les véhicules seront testés et comparés par rapport aux véhicules diesel. Yann-Éric? Oui, c'était juste un complément sur ce volet aide, déjà pour vous indiquer que France Hydrogène a développé pour ses membres une base de données avec un moteur de recherche sur toutes les aides mobilisables en matière d'hydrogène, notamment sur la mobilité. Et on en a recensé 223 au total, hein, que ce soit au niveau européen, national ou régional. Et puis aussi, oui, juste pour rappeler que les financement européen, il ne faut pas raisonner que sur les appels à projets gérés de façon centralisée par Bruxelles, mais qu'il y a une grande part des financements qui sont disponibles dans le cadre des fonds structurels, hein, des fonds FEDER notamment, qui sont gérés au niveau régional et qui depuis peu sont cumulables maintenant avec les aides obtenues sur des appels à projets gérés au niveau de Bruxelles. Donc peut-être pas négliger aussi les aides européennes mobilisables via les régions. Tout à fait. Tout à fait. Et puis, vous avez certains syndicats d'électrification, dont le nôtre en Indre-et-Loire, qui nous a aidés d'une façon plus modeste pour acheter les Kangoo, les véhicules Kangoo. Et ça fait partie des aides possibles aussi. Il ne faudra pas négliger non plus, pour ceux qui se lanceront dans l'aventure, le coût de la maintenance qui reste quand même élevé dans un premier temps. Hein. J'espère qu'il... parce que je dirais que les constructeurs, peut-être, n'ont pas forcément les relais locaux pour assurer la maintenance des véhicules qu'ils vont vendre ou qu'ils ont vendus. Ils vont vendre, tout du moins, pour ce qui concerne l'hydrogène. Est-ce qu'on a d'autres interventions? Alors. Est-ce que quelqu'un veut intervenir? Il y a encore beaucoup de choses à passer, il reste 20 minutes. Non, là après, on est sur la courte vidéo de Christophe Big de CEMAT. Donc, on a le temps pour les échanges. Hein. Peut-être, alors, à ce moment-là, peut-être ça serait intéressant que M. Copin présente un petit peu la réflexion qu'il a actuellement en cours avec la Banque des Territoires, avec Néoté Capital, sur le rétrofit de ces camions et sur le fait que les collectivités peuvent avoir accès à des camions, rétrofités avec une garantie constructeur. Peut-être ça pourrait être intéressant. Oui, mais je peux effectivement faire un petit zoom sur le sujet. En fait, il y a actuellement le produit qu'on propose en version électrique. Notre benne à ordures ménagères électrique s'appelle le SILES.
Et donc, c'est sur la version hydrogène 3e génération qu'on travaille actuellement. Mais il y a en version électrique, les premiers véhicules ont été livrés en 2012. Et donc, ils entrent dans leur 9e année. Et ces véhicules, finalement, il se trouve qu'ils vieillissent plutôt bien. Ce qui peut poser problème, c'est la durée de vie de la batterie qui, elle, est limitée à 10 ans. Et donc, pour pouvoir assumer des missions importantes, il serait nécessaire de mettre une batterie neuve. Et donc, la question se pose par rapport à ces véhicules qui ont été commercialisés en 2012-2013. Il y en a à peu près 25 qui circulent en Île-de-France et dont une quinzaine qui seront disponibles en fin d'année en version électrique et qui pourraient tout à fait être rétrofités en version hydrogène, puisque le pack hydrogène sur lequel nous travaillons sera compatible également, aura le même encombrement que la batterie pour la version électrique. Et là, on conservera la même architecture. Et donc, dans ce cadre-là, on aurait un coût d'acquisition qui serait fortement diminué puisque le véhicule n'est pas neuf. Souvent, les marchés pour les collectes d'ordures en ce qui concerne la sous-traitance sont des marchés de 5 ans. Et l'idée, ce serait de prendre donc cette quinzaine de bombes électriques qui datent de 2012 ou 2013 et de les convertir en hydrogène sur un contrat de 5 ans en full service et en location complète. Donc, ce qui évite d'avoir à faire entre guillemets un gros chèque à l'entrée pour acquérir ces véhicules. Et donc, je pense que c'est une opportunité assez intéressante puisque ces bombes qui sont actuellement en exploitation, on sait qu'elles vont s'arrêter en fin d'année. Elles ne pourront pas repartir sur une nouvelle mission de 5 ans avec la batterie qu'elles ont parce que la batterie a déjà perdu à peu près entre 15 et 20% de sa capacité. Et donc, l'idée, ça serait de les reconvertir. C'est ce sur lequel on travaille effectivement avec Siperec et la Caisse des dépôts et Néoté Capital pour faire une offre LLD sur 5 ans avec la maintenance comprise pour cette quinzaine de bombes. Donc, on pourra peut-être lors d'une prochaine réunion rentrer un peu plus dans le détail sur ce projet avec peut-être des prix de location en face de ça. Mais je pense sincèrement que c'est une belle opportunité pour des collectivités qui seraient pas forcément aujourd'hui dans l'optique d'acheter des bombes hydrogène. Ça donne une belle alternative à des coûts qui seraient modérés par rapport à l'acquisition de bombes neuves. J'ai une précision, c'est qu'on a fait confirmer par l'ADEME que les financements de l'ADEME étant forfaitaires, elles existent aussi sur les BEM rétrofitées. Ce qui est quand même une très très bonne nouvelle parce que ça permet en fait, ce ne serait pas un pourcentage, ça serait une valeur forfaitaire. Donc on est vraiment dans l'économie circulaire pour le coup et qu'on traite les déchets, dire qu'on pousse La connexion n'est pas très bonne. Jacques, ouais, là, ça coupe un peu là. En tout cas, par rapport à ce qui vient d'être dit, plusieurs interventions là. Monsieur Léon, peut-être déjà. C'est Monsieur Hainaut. Oui. Ah oui, Monsieur Hainaut, pardon. Compte tenu, je dirais, du fonctionnement des bennes à ordures ménagères, au bout de 5 ans, vous dites une benne à ordures ménagères, en général, on la vend, on s'en débarrasse. Quand vous dites je vais rétrofiter une benne au bout de 5 ans, le châssis et la structure du véhicule sont encore en bon état. Est-ce qu'il ne faut pas changer la benne de collecte? Est-ce qu'en plus de la motorisation, est-ce qu'il ne faut pas faire un certain nombre de travaux? Il faut que ça reste limite valable, quoi.
Alors, j'ai pas dit que les bennes en sont débarrassées au bout de 5 ans. J'ai dit que les marchés de collecte d'ordures ménagères par des opérateurs privés, type Suez, Pisorno, Sepur, Veolia, etc., sont en général des marchés de 5 ans. C'est des marchés de 5 ans, 6 Voilà. ans. Voilà. Et donc, les bennes dont je vous parle, qui seraient possiblement rétrofitées, sont des bennes qui appartiennent à un opérateur privé et qui arrivent en fin de mission, qui ont été mis en exploitation. Dans tous les cas, il faut faire ça sur un camion amorti. Oui. Alors, il y a tout un travail de rétrofit qui est mis en place, c'est-à-dire au niveau de la benne, c'est très clairement une remise à neuf de la benne et du lève-container pour pouvoir repartir sur 5 ans de façon assez tranquille. Voilà. Au niveau de la, je vais dire de la chaîne de traction électrique, globalement, il n'y a pas grand-chose à faire. Il y a quelques cartes électroniques à revoir et puis un petit peu de connectique. Mais il faut savoir que les moteurs électriques, c'est des moteurs qui ont des durées de vie qui sont très très longues, hein, puisque c'est des moteurs sans frottement. Donc, il n'y a pas nécessité de changer forcément les moteurs. Ce qu'on envisage, c'est de remettre des boîtes de vitesse neuves, puisque nous, on a une architecture où on conserve une boîte de vitesse comme sur les moteurs, comme sur les baumes thermiques. Mais d'une façon générale, il y a un travail de remise en état du véhicule pour pouvoir repartir sur 5 ans de façon sereine. Et de toute façon, comme le contrat de location, il inclut une maintenance full service, les coûts sont maîtrisés. Et si je puis me permettre, est-ce que vous connaissez le coût de la remise en état? Une benne neuve ou presque neuve, plus tout ce que vous venez d'énumérer, ça représente quelle somme? Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a un gain par rapport à une neuve d'environ 150 000 euros. 500, par rapport à une neuve, mais on reste toujours... Sur un véhicule qui coûterait 150 000 euros sur un véhicule et hydrogène estimé à 500 000. On va dire, en hydrogène, nous on est sur des prix qui vont être aux alentours de 550 000 à 600 000 avec la BOM, suivant si la BOM est en achat direct ou pas, parce que ça influence automatiquement le prix. Si on a ce gain de 150 000… C'est là où il y a une économie de 150 000. Il y a une économie de 150 000, mais si je rebondis sur ce qui vient d'être dit, comme quoi les subventions de l'ADEME sont également éligibles pour les véhicules rétrofités, on se retrouve à, imaginons une aide d'environ 200 000 euros de l'ADEME, plus un gain de 150 000 euros parce que c'est pas, enfin, le pack hydrogène est neuf, mais pas le châssis et pas la benne. On se retrouve dans un budget qui est à peu près similaire à votre budget à vous sur l'acquisition, avec une BOM qui, au global, devrait coûter dans les 250 000 euros, quelque chose comme ça. Donc assez proche d'une BOM thermique qui vaut à peu près 200 000 euros. Et c'est là où le projet fait sens. Et dans le cadre d'une location, on a un risque qui est très limité et je pense que c'est vraiment une offre qui peut faire sens et qu'on peut assez facilement organiser en Île-de-France ou ailleurs. Aujourd'hui, ces BOM qui vont terminer leur exploitation en fin d'année seront à vendre. Et donc, nous, PVI, on pourrait tout à fait les racheter et les convertir en hydrogène, les vendre à Néoté Capital, qui ferait après cette offre LLD sur 5 ans, avec un projet à assez court terme, avec des coûts réduits par rapport à du neuf. Est-ce que quelqu'un de l'ADEME voudrait réagir par rapport à l'aide rétrofit?
Oui, Thomas. Non, c'est juste pour confirmer ce qui a été dit, hein. C'est-à-dire que là, dans le cadre de l'appel à projet écosystèmes territoriaux, effectivement, on apporte une aide forfaitaire à l'acquisition d'ébènes sans se préoccuper qu'elle soit neuve ou rétrofitée, donc en acceptant en fait qu'elle puisse l'être. Oui, c'est ça. Juste pour confirmer les chiffres, on parle d'une aide forfaitaire pour les BOM qui est de 133 000 € par véhicule pour une grande entreprise. Et est-ce que cette aide est cumulable avec le bonus écologique et avec une aide régionale? Alors, cette aide est cumulable dans la limite des aides d'État, de cumul des aides d'État qui est définie par la loi. Donc, elle est tout à fait cumulable avec des aides régionales ou des aides européennes. Et elle est cumulable également aussi avec une aide qui interviendrait sur le bonus écologique des véhicules. Merci. Des bonnes nouvelles, tout ça. Oui, pour vous donner aussi notre ambition dans cet axe-là, c'est qu'on souhaite synergiser au maximum les aides pour que des projets d'écosystème aboutissent, parce qu'on sait que les coûts qui sont associés à de tels véhicules sont très importants et les surcoûts aussi sont très importants. Donc les aides, en ce sens, sont importantes pour garantir la viabilité financière d'un tel projet. Merci Thomas et Jean-Yves. Alors on avait une petite remarque dans le chat par Frédéric Prédali de l'Institut Paris Région. Frédéric, si tu voulais préciser sur la durée de vie des batteries électriques pour les véhicules. Peut-être qu'elle est déjà allée commencer son repas. Frédéric? En tout cas, moi, je peux apporter des éléments de réponse par rapport à déjà ce que nous, on constate sur des BOM électriques. On confirme que la durée de vie des batteries et des batteries lithium-ion, on est à peu près sur une dizaine d'années, avec une perte de capacité d'environ 2% par an. Donc ça, c'est du concret, c'est du réel, c'est du mesuré. Et puis après, au niveau du pack hydrogène, on a le même cahier des charges, hein, c'est-à-dire que l'idée, c'est d'offrir un pack qui offre une durée de vie minimale de 10 ans, y compris la batterie. Ok, merci Monsieur Copin. Je vous propose de terminer juste avec la présentation rapide de Christophe Big du groupe CEMAT qui s'excuse parce qu'il lance aujourd'hui même les journées propres chez eux à La Rochelle. Donc justement, il nous a envoyé une petite vidéo en direct de ce matin. Alors, attendez, je vous partage ça. J'espère que vous la verrez bien. Hop. Alors, pardon. Et justement, on va voir même le véhicule en avant-première. Hop. Vidéo. Pardon, je le fais en même temps. Bonjour, Christophe Big, directeur du développement des produits stratégiques pour le groupe CEMAT. Donc, tout d'abord, je m'excuse de ne pas être avec vous à la réunion du Club Hydrogène Île-de-France aujourd'hui, mais comme vous le voyez, je préfère le soleil de La Rochelle. Alors, on est ici aujourd'hui parce qu'on démarre nos journées solutions propres, durant lesquelles nous allons recevoir pas loin de 400 personnes du 25 mai jusqu'au 9 juillet. Vous voyez sur le logo derrière moi que l'hydrogène reste un des sujets prioritaires, puisque nous allons profiter de ces journées pour discuter avec nos différents clients sur les alternatives au diesel. Alors ça englobe bien entendu le bio-GNV, ça englobe l'électrique, mais on va faire une place très importante pour la partie hydrogène, puisque vous allez voir que un des objectifs principaux et ce qui fait venir la majorité des gens, c'est ça.
c'est-à-dire le Blue Power. Donc c'est le châssis qui est évoqué dans la très courte présentation que j'ai envoyée et que vous regarderez peut-être, qui présente effectivement les matériels destinés à faire de la collecte de déchets sur un châssis hydrogène. Donc ce châssis hydrogène, qui est destiné à la vallée de l'Indre, la première collectivité en France à en avoir acheté un, il est présenté in situ aujourd'hui sur notre site de La Rochelle, ce qui permet à nos clients de voir que concrètement, on n'est plus aux phases d'études, on n'est plus aux phases de développement, mais qu'on est réellement maintenant, je dirais, dans la vraie vie et que c'est opérationnel. Voilà. Donc si certains d'entre vous ont envie de venir jusqu'à La Rochelle pour le voir et puis échanger avec nous sur ce sujet, parce que c'est une présentation, mais c'est aussi l'objet de débat derrière et de discussion sur l'intérêt de tel système ou tel autre système, les choix stratégiques des uns et des autres, eh bien je vous y accueillerai avec plaisir et je vous laisse prendre contact avec moi. Je vous souhaite une excellente réunion et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Voilà, donc c'était une courte vidéo envoyée ce matin. Je vous joindrai le support qui nous a envoyé, qui présente très rapidement. Alors, si vous voulez, je peux vous le montrer, mais après, on va clôturer. Mais de toute façon, vous le recevrez. Hop. Voilà, je vous le mets. Voilà, comme ça, on aura eu à la fois PVI et CEMAT, donc quand même deux constructeurs français pour le coup, et PVI en plus en Île-de-France, qui ont pu présenter un peu leur réflexion, stratégie ou même directement produit. Donc j'espère que tout ça a permis de renforcer un peu les débats sur à la fois la vision collectivité, mais aussi la vision constructeur et la vision un peu d'ensemble sur tout ça. Hop. Donc voilà, là on peut voir des photos par exemple du châssis, les réservoirs. Voilà, on est bien sur du 700 bars. La recharge. Les configurations possibles. Donc, soit avec une pile à combustible et des groupes de réservoirs à 4,2 kg, ou sinon 3 piles à combustible et jusqu'à 16,8 kg d'hydrogène embarqué, qui renforce évidemment l'autonomie et la puissance. Voilà, et un peu des éléments clés qui disposent. De toute façon, je vais vous envoyer ces supports. Alors, avant de conclure, est-ce que d'autres personnes veulent intervenir? Mais juste pour préciser qu'on va poursuivre dans le cadre du club cette question des bennes à ordures parce qu'on voit qu'il y a un vrai enjeu de développement en Île-de-France et qu'il y a des belles perspectives qui peuvent s'annoncer, que d'ici quelques mois, on aura quand même plusieurs projets qui auront avancé en France sur ces sujets, ainsi que les constructeurs. Donc les choses vont évoluer dans les mois à venir. On voit qu'il y a des pistes quand même sur les questions d'achat ou de LLD, location, donc avec des nouvelles offres à destination des collectivités et donc de fait des réflexions à avoir sur les marchés de collecte. Donc ça également, ça peut être une des pistes de poursuite de ces travaux-là. Qu'on a quand même plusieurs acteurs engagés sur ces questions en Île-de-France, hein, Banque des Territoires, on a parlé du CIPEREC également avec le projet Créteil qui, pour le coup, n'a pas été mis dans les projets en France sur les questions des BOM. Je voulais signaler également la tenue Pardon, je perds mes mots. La tenue de ce jeudi matin de la poursuite du cycle de rencontres ZEN que l'Institut Paris Région organise, donc sur les questions de neutralité carbone, sur les questions de mobilité. Donc voilà, vous êtes invité à cet événement. Hop. Alors, pardon, je fais un peu de tout là. Voilà.
Je voulais signaler également la présence sur le site de nos collègues de l'ORDIF, Observatoire régional des déchets. Pour ceux qui ne connaissent pas, plusieurs ressources qui sont disponibles pour l'ensemble des acteurs, pour justement un peu mieux connaître ces acteurs de la collecte et du traitement des déchets, puisque l'un ne va pas sans l'autre, et surtout la question de production d'hydrogène vont être assez intéressantes pour ces filières-là. Donc une cartographie interactive des acteurs de la collecte et du traitement, ben voilà, pour un peu connaître tous ces acteurs-là. Vous avez aussi l'accès sur ce lien au rapport annuel de service public de gestion des déchets, voilà, qui permet un peu de voir le nombre de véhicules, les quantités collectées, les quantités traitées, etc. Vous avez une cartographie également de toutes les installations de traitement des déchets en Île-de-France. Justement pour aussi voir les possibilités peut-être de production d'hydrogène à partir de ces sources-là. Et enfin, qui vient de sortir récemment, le bilan 2019 des dernières données de prévention et de gestion des déchets, qui permet d'avoir une information la plus transparente possible et la plus partagée avec ces acteurs. Je voulais également signaler la présence en ce moment de l'événement du Paris de l'hydrogène. Donc peut-être on aura l'occasion de se voir là-bas, avec une ouverture au grand public là le week-end dernier, mais aussi le week-end prochain, avec des démonstrations de véhicules, mais aussi de groupes électrogènes qui alimentent en électricité la Tour Eiffel en ce moment. Donc c'est aussi l'occasion de mettre en avant les solutions hydrogènes dans la ville de demain. Et enfin, le prochain atelier du Club Hydrogène sur la question des bus. Donc on a vu ce matin quand même les complémentarités qu'il pouvait y avoir entre les bus et les BOM, et ça se passe le 1er juin après-midi, donc à peu près sur le même format. Donc on aura le plaisir de tous vous retrouver. Je vois qu'il est 12h02. Hop. Merci à toutes et tous pour votre présence et je clôture l'enregistrement. Hop.